Alors, restituer une journée en quelques minutes. On s'est donné un petit canevas, tous les trois, à respecter, qui était une grille de lecture de l'ensemble des ateliers. Donc il y avait, vous vous souvenez, hein, ça date d'hier, il y avait 3 fois 3 ateliers, 3 parcours. On s'est dit qu'on allait vous restituer une synthèse brève de chacun des parcours, dans la suite logique de l'esprit des ateliers. C'était des ateliers, voilà, beaucoup dans l'oral, des présentations, des discussions. Donc voilà, on vous proposera une synthèse brève, suivie d'un petit rapport d'étonnement. Et puis on essaiera, vu qu'on questionne l'utopie, on essaiera de voir est-ce qu'il y a des risques de dystopie aussi, qui ont été levés hier. Donc on demande un petit peu d'indulgence quand même, si ce n'est en tout cas reconnaître que l'exhaustivité n'était pas possible ce matin, forcément. Ça reste une restitution à chaud, le froid viendra plus tard, même s'il y a eu une nuit, ça reste quand même une restitution à chaud. Et voilà à peu près pour les propos introductifs de notre restitution. Concernant le parcours A, dont je vais essayer de me faire un peu le porte-parole, le parcours A, l'objectif était de viser ensemble la valorisation des fonctions écosystémiques du foncier. Se questionner le comment, le pourquoi, avec quelle valeur on peut attribuer. Est-ce que c'est une valeur mesurable? Est-ce que c'est une valeur tutélaire simplement? Quelle valeur on donne à ce foncier pour les services qu'il peut rendre, les services écosystémiques? Et quelle utilisation de la donnée on peut avoir face à une massification des données aujourd'hui, face à des besoins qui évoluent, et puis toutes les précautions qu'il faut avoir avec l'utilisation de la donnée. Alors le premier atelier qui s'attachait à pourquoi et comment valoriser les services écosystémiques rendus par le foncier, ça a nécessité pour tous les intervenants de l'atelier de plonger dans le sous-sol. Alors on a découvert, on est rentré un petit peu dans ce sol sur lequel on met nos pieds, sur lequel on met nos bâtiments, et on a parlé un peu ingénierie quand même. Toutefois, on peut quand même reconnaître que le pourquoi en fait valoriser ou pourquoi protéger les fonctions écosystémiques n'a pas forcément fait de débat. Assez vite, le pourquoi, il était à peu près acquis par tout le monde. On avait une approche assez unanime là-dessus. Oui, le foncier rend des services écosystémiques. Pour peu qu'on le laisse vivant, il peut rendre des services vraiment utiles pour l'ensemble des vivants, dont on fait partie. Là-dessus, l'unanimité était à peu près quasiment constatée, il n'y a pas de souci. Ces services écologiques, sur lesquels on a insisté un peu plus parmi tous les services que peut rendre le sol, on sait que aux fonctions sociales, aux fonctions économiques que remplit le foncier, il y a effectivement tous ces services écologiques qui sont vitaux pour nous. C'est la gestion de l'eau avec son infiltration. On a parlé de la ressource en eau. Il manquait d'eau à Évian l'année dernière. Enfin, on est à Évian quand même. Ça peut questionner. La séquestration du carbone, la gestion des risques, le maintien de la biodiversité sont des fonctions qui sont naturellement rendus, enfin des services naturellement rendus par le sol, pour peu qu'on le laisse vivre. Alors comment fait-on Déjà, un enjeu fort qui a été rappelé dans les 3 ateliers du parcours A, c'est celui de la connaissance. Est-ce qu'on connaît suffisamment notre foncier? Alors oui, on le connaît parfois en 2D, mais en 3D, ça devient plus compliqué, parce que ça nécessite une connaissance plus technique, peut-être aussi de travailler. Pour moi qui suis urbaniste en tout cas, ça m'a questionné et je me suis demandé, mais effectivement, est-ce qu'il ne faut pas que je travaille un peu plus avec des pédologues? Est-ce qu'il ne faut pas que je travaille un petit peu plus avec des agronomes? Est-ce qu'il ne faut pas que je travaille un petit peu plus avec toutes ces séries de métiers qui connaissent, les acteurs qui connaissent le sous-sol? Oui, donc voilà, il faut se reconnecter à une matière qui est physique et chimique. Et quand on dit se reconnecter à une matière qui est physique et chimique, c'est aussi intégrer que ça répond à des lois physiques et chimiques qui peuvent aussi nous dépasser, avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. Notamment le temps long, parfois. Restaurer un sol quand il est dégradé, c'est très long. C'est très, très long. C'est très, 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 très long. Et il est très facilement altérable. Voilà. Et quand on laisse une trace, quand on altère les fonctions écosystémiques du sol, on le fait parfois pour très longtemps. Et est-ce qu'on est vraiment en capacité de le restaurer? Ça a aussi été une question qui a été soulevée. On compense, mais est-ce qu'on compense comme il faut? Est-ce qu'on est vraiment en capacité de restaurer un sol pour les fonctions qu'il pourrait naturellement rendre si on l'avait laissé intact? Surtout si ce n'est pas au même endroit. Donc ces questions-là ont été soulevées.
Et puis, il y a un autre point qui a été abordé. Oui, alors comment valoriser ces services rendus par le sous-sol, comment connaître ces fonctions? Mais c'est surtout aussi les connaître le plus en amont possible. L'idée est de pouvoir mettre en place une planification du sol, du foncier, qui vient guider la planification du projet, la planification réglementaire telle qu'on la connaît. Le PLU est un document de planification d'aménagement du territoire qui doit être guidé par une planification du sol par tous ces services qui peuvent être déjà naturellement rendus. Donc voilà, il y avait cette idée de pouvoir mettre en place cette planification foncière tenant compte de ces trois dimensions et des services qui peuvent être rendus. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi? Très concrètement, et puis il y avait des ingénieurs qui étaient présents, mais il faut accepter, au moins collectivité, d'investir dans la collecte de données, pour comprendre. Et ce n'est pas des données très simples, c'est du carottage. Enfin voilà, c'est des choses très concrètes. Ce n'est pas de l'enquête de terrain seulement, il faut aller dans le sous-sol, comme on vous l'a dit. On a plongé dans cette matière physico-chimique pour essayer de la comprendre. On en a parlé avec quelques diapos. On a vu des très belles planches d'exposition de terre, terrain, territoire qui ont la vertu de pouvoir aller vers une pédagogie. Parce que l'idée, c'est effectivement de pouvoir se confronter à cette matière physico-chimique, mais pouvoir relayer, pouvoir la vulgariser, pour être un maximum à la comprendre. Car c'est quand on comprendra qu'on protégera. Donc voilà, collecter des données le plus en amont possible pour qualifier les fonctionnalités et les potentialités de la trame brune, cette trame de la Terre continue, et anticiper et pouvoir bien appliquer cette fameuse séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Dans cet atelier également a été proposée une recommandation faite aux collectivités: soyez exigeants dans vos cahiers des charges. Cahier des charges de consultation de promoteurs, cahier des charges en amont d'une étude urbaine. Soyez exigeants, parce que derrière, l'ingénierie écologique est prête. On nous a certifié qu'on savait faire. Les ingénieurs ne demandent qu'à venir participer et accompagner effectivement l'élaboration, la réflexion autour du projet. Ce n'est pas après qu'on viendra, c'est effectivement en amont. Donc, soyez exigeants dans vos cahiers des charges. Et puis, on a constaté également, pour finir avec ce premier atelier, un appui législatif avec des paradoxes au départ, mais qu'on n'était pas du tout. On a compris très vite pourquoi. Le sentiment qu'il y a déjà quand même beaucoup de choses qui protègent en fait l'environnement, enfin les études d'impact, dossier loi sur l'eau, évaluation environnementale, on a les SNIEF, on a les Natura 2000. Mais enfin, pourquoi en fait on a l'impression que nos sols sont encore dégradés? Bah oui, ils sont dégradés parce que tous ces textes protègent la surface, ne protègent pas encore le sous-sol. Donc voilà, c'est ce qui a été rappelé. La Suisse protège ses terres végétales. Petit clin d'œil de nos voisins qui le rappellent. Bon, il y a des évolutions constatées qui ont permis de quand même se projeter et se dire « Ok, on est quand même sur la bonne voie de ce point de vue-là ». En pratique, on a des concepteurs qui commencent, effectivement. On avait un concepteur architecte urbaniste qui était là, qui disait « Oui, nous, on va essayer de soulager le sous-sol de certaines fonctions qu'on lui met un peu systématiquement. Typiquement, les parkings, on les met dessous. Alors c'est très bien, c'est très vertueux du point de vue de l'urbain, pas de problème. Mais dessous, on met sous pression un sous-sol en mettant les voitures dessous. Surtout qu'est-ce que dans quelques années, on aura encore besoin d'autant de voitures dessous ? On discutait il n'y a pas très longtemps avec des élus lyonnais qui nous disaient que dans certains arrondissements, alors que la règle sur le stationnement est encore forte, disaient, mais les promoteurs venaient les voir en disant, mais moi je ne ferai pas autant de parkings souterrains, je ne les remplirai pas, je préfère aller voir s'il n'y en a pas des disponibles chez mes collègues à côté, sur les résidences déjà réalisées, pour moi en faire un peu moins. Donc peut-être plutôt effectivement penser parking silo et réversible, qui plus est. On sait faire évoluer des parkings vers demain des immeubles de logement, par exemple. Il y a aussi des associations de protection des lombrics, j'ai appris. Alors c'est très bien pour les pêcheurs, mais attention, j'ai dit à un collègue que je dirais ça. Mais c'est aussi, voilà, ça montre quand même que la société s'organise, que dans tous ses acteurs, les associations se montent pour pouvoir défendre ce sous-sol. Voilà donc là-dessus pour le premier atelier. Dans le deuxième, ça va être un petit peu plus rapide, parce que vu que les trois ateliers se nourrissent, j'ai déjà abordé pas mal d'éléments dans ce premier atelier qui ont été abordés dans le deuxième, donc je n'y reviendrai pas forcément. Donc, quelle valeur donner au foncier, qui était le cœur du sujet, au cœur du deuxième atelier? Est-ce que c'est une valeur financière qu'il faut donner? Et alors, bizarrement, il n'y a pas eu de « oh là, non !» Mais même s'il y aurait pu avoir un débat sur « ouais, il faut donner une valeur monétaire, il faut donner ou alors non, il ne faut surtout pas ». On a quand même abordé, les personnes qui étaient là, qui présentaient, ont quand même abordé les aspects positifs et négatifs de donner une valeur financière au service écologique que peut rendre le foncier. Parce qu'il a effectivement une valeur économique qui est évidente. Les avantages, c'est quoi? Ça veut dire qu'on s'inscrit, si on donne une valeur monétaire, ça veut dire qu'on s'inscrit dans un système de valeurs où justement le monétaire a énormément d'importance. Donc si on veut effectivement donner une valeur au service écologique rendu par le foncier et qu'on veut que ça pèse et pouvoir le comparer par rapport aux valeurs économiques que l'on connaît déjà sur le foncier, effectivement, il faut lui mettre un peu
peu le même, façon de comparer, quoi. On ne compare pas les torchons et les serviettes, on m'avait appris, je pense que ça revient un peu à ça. Donc un avantage, il est là. C'est aussi une valeur qui va clairement être tutélaire. Le fait de lui donner une valeur monétaire, ça va peut-être le protéger, parce qu'on ne va pas vouloir dépenser cette valeur-là. Si on peut l'économiser, tant mieux. En tout cas, c'est essayer d'inscrire cette valeur des services écologiques du foncier dans un système de valeurs où le monétaire et l'économique est très important. Ce système de valeurs n'a pas encore changé. C'est le constat qui a été fait aussi. Et c'est aussi reconnaître une valeur mesurable à ces services. Donc si on lui donne une valeur monétaire, ça veut dire on reconnaît tous que le foncier, effectivement, il a une valeur écologique. Il rend des services écologiques. Les inconvénients, c'est quoi? C'est d'avoir un peu la paresse d'esprit, de se dire, c'est bon, si ça a une valeur, il suffit de remplacer, de rembourser, et voilà, il y a un impact, on rembourse. Mais non, c'est pas si simple. Mais effectivement, c'est peut-être le principal inconvénient. Les méthodes pour fixer une valeur, elles sont multiples. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Soit on approche cette valeur par les coûts environnementaux, quand on va éviter, substituer, coûts de restauration, compensation, tout ça a une valeur. Ça peut être une valeur qui peut être apportée et accrochée à la valeur justement écologique du foncier. Il y a aussi des prix hédoniques. Dans les valeurs globales, on observe la part qui pourrait être, on imagine la part, on essaye de la mettre en avant, la part qui peut être donnée à cette composante écologique du foncier. J'ai appris d'ailleurs que 1,09 €, c'était ce qu'on estimait, la part du prix en plus qu'on pouvait espérer quand on louait un meublé proche du Natura 2000 dans la région de Castille-Léon, je crois, en Espagne. Et puis la jurisprudence aide aussi à fixer des valeurs monétaires, parce que quand on a de l'indemnisation ou des dommages, des réparations, quand il y a dégradation, les juges fixent des prix. Ça donne aussi des éléments de prix. Voilà, et puis le droit européen va dans le sens d'une reconnaissance et de donner de la valeur en fait aux fonciers. Deux choses très vite. Aujourd'hui, le droit européen reconnaît que quand un bâtiment, un bien immobilier, est classé, par exemple monument historique, eh bien ça réenchérit son prix. Jusqu'à présent, ce n'était pas du tout le cas pour le foncier. On avait au contraire un foncier qui, quand il était grévé d'une servitude, on appelle ça comme ça, perdait de la valeur. Donc on avait des terrains naturels beaucoup moins chers que des terrains bâtis. On peut espérer que dans ce sens-là, et c'est peut-être les trajectoires prises par les directives qui arrivent, les directives liées au plan, le plan vert de l'Europe, protection des sols. Voilà, il y avait déjà eu une directive avortée, la France n'avait pas signé en 2006, mais là peut-être que maintenant cette fois-ci c'est bon, protection des sols, qui va peut-être amener aux collectivités à beaucoup plus investiguer son sous-sol pour le connaître. Et puis pour finir, le dernier atelier, c'est avec quel usage de la donnée. Et là, c'est essentiellement beaucoup de vigilance qui ont été apportées. La donnée, ce n'est pas de la connaissance, ce que disait l'animateur de cet atelier. La donnée devient connaissance pour 3 raisons. À partir du moment où on a exprimé le besoin, voilà, j'ai besoin de connaître quelque chose, donc je vais chercher la donnée pour remplir ce besoin. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas la donnée qui est présente, qui dit, bon, j'ai ces données-là, donc je vais étudier ça. Non, c'est bien l'inverse. Donc la donnée devient connaissance quand on a effectivement exprimé un besoin. Quand on mène une analyse, il faut la rendre intelligible, cette donnée. Et puis, il faut l'accompagner dans ses résultats, une fois qu'ils sortent. Et là, c'est le premier clin d'œil vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Les résultats de l'intelligence artificielle sont des résultats bruts, qui sont mécaniques, même si on parle d'intelligence. Il faut les rendre réellement intelligibles. Et voilà, donc on peut faire un double constat pour terminer, c'est que là, on va avoir un besoin croissant de données sur la connaissance du sous-sol. Donc on peut espérer que ces données vont arriver. Et puis, concernant l'IA, dernier point de vigilance, c'est qu'effectivement, ça bouleverse nos métiers. On va rentrer dans le contrôle des données, au final, plus que dans la manipulation des données. Mais attention, à faire ça, on risque de perdre des compétences réelles qui vont nous permettre d'analyser le résultat de cette intelligence artificielle. Si on n'est plus capable de faire ce que fait l'intelligence artificielle, comment on va être capable de juger si ce qu'elle a fait est bien? Voilà, c'était un petit peu ce que je pouvais tirer de ce premier parcours. Je pense qu'il y a beaucoup d'oublis. Vous ne m'en tirerez pas rigueur. Et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis un peu gênée parce que j'ai eu un mauvais atelier. Vincent a eu un atelier, la thématique était bien... Olivier, pardon, bien sérieux. Moi, j'avais un atelier qui s'appelait plutôt la transversalité des usages du foncier. Alors, j'ai beau avoir fait quelques études, j'ai eu beaucoup de mal avec ce terme de transversalité. Donc, je suis retournée quand même voir la définition commun à plusieurs domaines. Donc, ça va, j'ai un peu mieux compris. Ceci étant dit, pour vous dire que moi, ma synthèse, elle va plutôt se caler sur notre grille d'analyse, c'est-à-dire on est bien parti sur
qu'est-ce qui relève de l'utopie, c'est-à-dire d'un objectif, d'un horizon. Deuxième chose, c'était le rapport d'étonnement. C'est-à-dire que je pense que je me déporte énormément par rapport à Olivier parce que je n'ai pas la chance d'être comme vous, d'être des patriciens. Moi, je suis universitaire, donc on est dans l'analyse et on fait finalement rien de concret. En tout cas, pas de mise en application risquée comme vous le faites. Donc, je me mets un petit peu en retrait et j'ai essayé de voir ce qui pouvait m'étonner. Être étonnant dans les propositions, être un petit peu novateur. Et dernier point, ce qui pouvait relever de la dystopie, c'est-à-dire uniquement les blocages. Alors, pour le contexte de l'atelier, derrière la transversalité, quels sont les thèmes qui ont été évoqués? Je dirais, nous, on était dans l'espace-temps. L'espace-temps, on va effectivement, comme tu l'as dit, Olivier, c'est l'idée de retrouver l'épaisseur, c'est-à-dire une verticalité, on va se tasser, on va aller vers la hauteur. Et puis le temps long, je crois que c'était la problématique du temps est vraiment importante. Ce qui fait que les mots-clés qui tournent autour de ces deux dimensions, assez classiques, c'est des mots comme la régénération du foncier, la réversibilité des usages, mais avec en toile de fond, et peut-être que ça va me permettre d'introduire le deuxième point, c'est quand même quelque chose qui est revenu, qui est récurrent. Une petite musique, c'était « il nous faut une maîtrise foncière sur le temps long ». Donc la problématique finalement de tout ce parcours, me semble-t-il, derrière la transversalité, c'était comment garder la main sur le temps long. Alors ce qui veut dire que dans ce qui était ce qui sera ma deuxième partie, c'est-à-dire ce qui moi a pu m'étonner en tout cas, c'est la question de l'incertitude. C'est-à-dire comment raisonner dans le temps long alors qu'on est dans un contexte d'incertitude, pas totale mais assez prégnant, et quels sont les outils qui vont permettre, dans ce temps long, une réversibilité. Alors, il y a eu des propositions, moi je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est très technique, et je reconnais que quelquefois j'ai eu un peu du mal à m'approprier la technicité des outils, mais je pense qu'on pourra les retrouver après par écrit, lorsque les intervenants pourront nous donner des précisions. Deuxième point, c'est une sorte de liste à la Prévert, mais tant pis, je l'assume parce qu'elle s'est faite au fil des ateliers. Réinventer le rôle des foncières. Alors moi, j'étais très intéressée par la proposition, il me semble que c'est monsieur Tranois, c'est que finalement, les foncières pourraient aller beaucoup plus loin, et je crois que c'est quand même aussi une idée générale, c'est que les outils qu'on a, il faudrait peut-être les performer, c'est-à-dire les enrichir et aller plus loin. Donc la proposition, ce serait sur ce portage à long terme, eh bien, les foncières pourraient louer, mais pas louer aux usagers, mais louer aux collectivités des terrains, monsieur Tranois, vous me reprenez si je me trompe, qui après seraient donc sous-loués aux acteurs qui en feraient la demande. Donc là, il y avait quelque chose qui me paraissait assez étonnant dans cette proposition et qui mérite, de mon point de vue, d'être relevé. Ensuite, troisième point d'étonnement, c'est j'ai vu surgir la question du privé. La question du privé, c'est-à-dire comment on travaille avec le privé. La majorité du foncier est privé. Donc comment élargir ces acteurs, comment les impliquer davantage, allonger la temporalité de leurs interventions. Et là, j'ai senti qu'il y avait vraiment un point de blocage, c'est-à-dire que l'impossibilité de trouver une solution pour travailler avec ces acteurs et à quel moment on travaille, en amont, en aval, c'était un bon questionnement. Alors derrière, il y avait une autre chose que j'ai relevée, c'est que finalement, ces acteurs privés, il a été acté qu'on a des normes qui sont extrêmement efficaces. Donc les acteurs privés, de toute façon, ils vont faire avec. Donc si je schématise, si j'ai bien compris, on pourrait imaginer une sorte de circulation des idées d'innovation, c'est-à-dire que le public pose les normes et on renvoie au privé de façon à ce qu'il travaille avec ces normes et qu'il puisse proposer des idées et des solutions. Donc il y a une sorte de circulation des idées innovantes entre le public et le privé. Alors ne me demandez pas comment on peut faire, je n'ai pas eu la réponse et je pense que c'est une boîte qui s'est ouverte et qui me paraît une piste intéressante. Autre point qui me paraît surprenant, c'est-à-dire le terme qui a été évoqué, alors culture de territoire, je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi, mais en tout cas, cette idée de pédagogie, d'accompagner les acteurs pour qu'ils acceptent de travailler autrement, et là j'entends les acteurs privés, les usagers,
avec des accompagnements et des itinéraires de décision pour leur montrer, alors on nous a donné un exemple, pour montrer que finalement ça peut fonctionner d'être locataire, parce que quand même c'est bien cela dont il s'agit, c'est-à-dire de garder la maîtrise. Ça veut dire qu'il faut qu'on crée une culture de la location auprès des usagers, quels qu'ils soient. Et enfin, dernier point, vous allez voir, ils ne sont pas tous au même niveau. On a entendu, moi je pense que c'est quelque chose qui est en train d'émerger, mais à propos des entreprises, puisqu'on avait un atelier qui abordait la question des activités productives, c'est développer des baux de carrière selon le cycle de développement de l'entreprise, c'est-à-dire que vous gardez la maîtrise, mais vous garantissez la pérennité de l'activité, avec même possibilité de leur permettre de poursuivre la récupération d'une rente foncière à 10, 20 ans après la fin du bail. Alors voilà ce qui m'a, moi, particulièrement, qui a retenu mon attention. Et ensuite, j'ai essayé de tirer dans ces 3 ateliers quels étaient les freins. Alors, il y a une expression qui revient constamment, et j'en suis bien désolée, c'est qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'ai compris que les acteurs, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas pour plusieurs raisons. La première, la principale, qui n'est pas toujours évoquée en premier, mais c'est quand même celle de l'argent. Le foncier, c'est de l'argent et du pouvoir. C'est qui paye. Quel modèle économique et comment changer le modèle économique pour la production du foncier. Alors, l'autre frein, c'est celui que j'ai évoqué en premier, c'est que, eh bien, finalement, est-il pas impossible, impossible d'anticiper lorsqu'on est en contexte d'incertitude, ce qui veut dire que ça demande beaucoup de souplesse et de flexibilité. Alors ensuite, deuxième frein, je me permets d'aborder le politique, puisque le foncier, c'est de l'argent, mais c'est aussi du politique, des décisions politiques, et sont apparus 2 blocages, en tout cas, moi, ce que j'ai cru entendre, 2 blocages politiques. Premièrement, l'échelle du mandat politique n'est évidemment pas celui de l'émergence d'un projet foncier. Et deuxièmement, la volatilité, si je peux me permettre, des projets électoraux met en péril le succès d'une stratégie foncière. J'explique un petit peu. C'est pas parce que vous avez des réserves foncières que vous avez imaginé par rapport à un projet que lorsqu'une nouvelle élection, le nouvel élu puisse utiliser, en fonction de ses promesses électorales, ses réserves foncières. Alors on a eu l'exemple peut-être un peu, je dirais, atypique de Lille qui nous expliquait qu'avec 2 piscines olympiques et un crématorium, les réserves foncières qu'avait fait la métropole de Lille ne permettaient pas de réaliser ces projets. Donc il fallait qu'elles repartent au travail, qu'elles se remettent au travail pour retrouver d'autres fonciers disponibles pour ces grands projets qui tenaient à cœur à l'élu. Troisième point sur les blocages. Alors moi j'ai découvert qu'effectivement le prix du vide, la question du prix du vide, des espaces verts, comment assurer le financement de l'entretien des usages des espaces verts sur le long terme. Donc il me semble, toujours M. Tranois, je ne sais pas s'il est là, mais M. Tranois a expliqué, si je ne me trompe et si j'ai bien compris, n'étant pas économiste de formation, que finalement ils étaient financés, ces espaces verts, par les personnes, par les propriétaires qui achetaient autour ou à proximité de ces espaces verts, puisque de toute façon ils allaient acheter plus cher parce qu'il y avait une aménité paysagère et il y avait une sorte de respiration urbaine qui était à laquelle était très attentive l'élu de Villeurbanne. Enfin, blocage, c'est l'articulation des échelles, mais ça, vous le vivez au quotidien. Comment développer une vision globale? Alors, l'articulation des échelles, c'était acter la fin de l'urbanisme à la parcelle et d'imaginer qu'il pouvait y avoir des projets, même à l'échelle d'une ZAC, c'est-à-dire penser la ZAC dans son ensemble, d'un quartier. Et ensuite, on peut dupliquer les échelles, pas à l'infini, mais au moins jusqu'à l'échelle régionale. Blocage suivant, c'est les spécificités territoriales. C'est-à-dire que ce qui a été acté, c'est que finalement, tous les territoires s'accordaient, en tout cas ceux présents, au fait que les problèmes étaient les mêmes pour chacun, mais que certainement les réponses ne pouvaient être que territoriales au regard du contexte. Donc chaque territoire a ses propres défis, et donc il fallait peut-être trouver des outils adaptés à chacun des territoires. Enfin, dernier point, difficulté à rassembler les acteurs, privés et publics, je l'ai déjà évoqué, donc quelle pédagogie. Voilà, donc c'est vrai que c'est moins minutieux
que mon collègue. C'était assez riche, mais on s'apercevait qu'il y avait, enfin pour moi, de l'extérieur, il y avait quelques thèmes récurrents que je viens de vous présenter. Dans le parcours C, nous avions également 3 ateliers, 2 consacrés à la gouvernance du foncier et un 3e aux instruments de cette gouvernance. J'aimerais donc, comme mes collègues, vous restituer aussi brièvement le contenu de chaque atelier avant de déboucher sur voilà, un essai d'utopie que nous avons formulé ensemble. Le premier atelier portait donc sur la légitimité de la prise de décision relative donc aux usages du foncier. Et ce que nous avons pu constater avec les intervenants et le public, c'est que nous faisons souvent face à une multiplication des instances intervenant dans le processus de décision, soit sous forme consultative, avec des compétences décisionnelles, ou des fois des prérogatives superposées, ou alors des fonctionnements même en silo, ce qui donc voilà, crée une multiplication rendant la décision extrêmement complexe. Et nous avons illustré ce point à l'aide de 3 types d'exemples. Le premier était les SAFER, dont la méthode de gouvernance est-elle assez particulière, puisqu'elle regroupe donc, des acteurs publics et privés, et permettant ainsi un rôle de négociation et de conciliation territoriale, autant pour des projets locaux récupérés par les collectivités locales que pour des projets d'envergure nationale. Cette affaire peut aussi avoir vocation à un rôle de veille territoriale, dans le sens qu'elle permet d'alerter les collectivités sur les changements d'usage du foncier agricole et susceptible de mettre en péril ces usages agricoles. Un deuxième exemple portait sur la commune en tant qu'entité de représentation politique première. Son autorité locale permet d'initier des projets qui vont façonner les usages du foncier, à la fois des projets économiques, mais aussi des projets peu ou non économiques. On a eu l'exemple de la gestion du foncier forestier en déshérence dans une commune de Haute-Savoie, et la volonté politique de réutiliser cette ressource bois à l'heure de la transition énergétique. Et un troisième groupe de cas qui portait sur la gouvernance de l'habitat et des zones d'activité plus en général, où les constats généraux qui étaient faits portaient sur les difficultés à faire émerger un modèle d'aménagement et de vivre ensemble de ces zones, rassemblant les différents protagonistes d'un projet. Et ces difficultés à faire émerger des projets collectifs, en fait, et la multiplicité des instances que j'invoquais au début, suscitait la question, y a-t-il un pilote qui gère les questions foncières ? Le deuxième atelier, lui, portait sur l'ouverture de la gouvernance foncière à de nouveaux acteurs. Et là, la focale était plus sur des projets situés dans des territoires urbains, à vocation économique et ou solidaire, avec une focale sur les vides de la ville, les interstices peu ou pas utilisés, tels que les friches urbaines. Et ces friches ou ces vides permettent l'émergence plus ou moins spontanée de nouveaux usages et de nouveaux acteurs aussi porteurs de projets. On a évoqué les espaces de bureaux sous ou non utilisés, et les friches industrielles urbaines reconverties en centres de quartier, qui sont réappropriées pour répondre à des demandes à la fois sociales, mais aussi économiques. Des exemples invoqués, donc, présentés par exemple des usages dans le domaine de la bistronomie, des arts du spectacle, de la culture populaire, des activités sportives, mais aussi de l'hébergement d'accueil ou de la soupe populaire. Et se posait alors la question de la gouvernance de ce microcosme regroupant les autorités locales, les propriétaires fonciers, les locataires proposant les activités et les usagers, mais aussi la réalité financière auquel ces acteurs doivent faire face pour faire émerger le projet. Et
une première réponse qu'on a pu tirer de ces ateliers est que donc on a à la fois d'abord besoin d'une volonté politique de soutenir l'émergence d'un tel projet. Ensuite, on a besoin d'entrepreneurs qui vont activer une cogestion de la propriété et activer cette cogestion en partenariat avec les futurs locataires, donc les bistronomes, les associations, les entreprises qui vont proposer des activités, et la création d'un modèle de transparence des flux financiers au sein de ce microcosme pour assurer une répartition de la valeur entre les différentes activités. Et bien sûr, la présence ou l'accord d'une banque qui va financer les travaux de réhabilitation du site. Le troisième atelier lui portait plus, donc, comme je l'ai évoqué en introduction, sur les outils juridiques, qui incitent les propriétaires à répondre à différents enjeux de politique publique. Nous avons passé en revue ce qui caractérise d'abord un bien foncier commun. Donc, il s'agit des acteurs gérant une ressource selon des règles de gouvernance partagée. Et ce bien foncier commun a été illustré à l'aune de nombreux exemples, notamment de logements dans différentes villes d'Europe et de leurs modalités de fonctionnement. Ont été également abordées les évolutions légales relatives au droit de la copropriété, puisque là, il s'agit d'une forme assez répandue d'usage collectif du foncier, avec les évolutions telles que la dotation d'un compte bancaire, le renforcement des pouvoirs du syndic, l'instauration d'un prêt collectif. Et aussi ce qu'on pourrait appeler une véritable armada d'outils à disposition des collectivités locales, EAM, ORI, DUP, DPU, OAP, SMS. On en a toute une panoplie qui offrent des possibilités pour les acteurs publics de contrôler les usages du foncier, qui des fois sont aussi suscités par l'extérieur, voire par l'étranger. On pense notamment aux résidences secondaires ou aux locations touristiques qui prennent un essor jusqu'à présent inégalé par l'économie des plateformes. Ces outils permettent également un relatif contrôle des prix du foncier lorsqu'il va s'agir de monter des projets. Ils peuvent permettre de lutter contre la thésaurisation ou alors aussi de densifier des usages urbains existants. En résumé, il existe de nombreux outils que les autorités locales peuvent mobiliser pour agir sur le foncier. Il n'y a plus qu'à le faire. Et c'est sans doute là que réside une partie du problème. Comment, pour les autorités locales, s'orienter en tant que décideurs dans cette jungle d'instruments et de règlements? Comment les élus politiques et professionnels peuvent siéger dans les nombreuses arènes existantes et assumer les multiples tâches qui leur incombent pour gérer ce foncier? Comment, et ma collègue Sylvie l'a déjà évoqué, surmonter le décalage temporel entre leur mandat et la durée des projets fonciers? Comment parvenir à mobiliser les citoyennes et citoyens alors que ceux-ci deviennent beaucoup plus mobiles et perdent en partie un ancrage territorial, les impliquant dans le développement de leur commune? Et comment après valoriser les tensions existantes autour des projets d'aménagement contestés de manière à produire un sens pour le territoire? Et c'est ces nombreuses questions qui nous ont conduits à faire un effort de métasynthèse pour vous proposer une nouvelle utopie foncière. Donc on observe une concurrence croissante entre les usages du sol, qui est due à une croissance démographique notamment, à une consommation croissante des ressources et à un appétit insatiable pour la rente. Alors on espère qu'on n'atteindra pas le niveau de la rente tel que formulé dans les hypothèses de Maurice Allais évoquées en introduction. Mais en tout cas, c'est une question qui conserve toute son importance. Un deuxième point concerne la remise en cause des instances participatives, des fois par les autorités nationales elles-mêmes, qui préfèrent cliver puis passer en force plutôt que d'informer et de concerter lors de l'élaboration des projets, quitte à ce que cela prenne du temps, notamment tel qu'on peut le constater chez nos voisins suisses.
Et puis j'aimerais revenir donc, dans le sens de travaux invoqués par Andrea Vaslédé dans le premier atelier, les travaux de Benoît Grimont-Pré qui reprenaient une idée développée par Edgar Pisani relative à une agence nationale territoriale. Et dans ce cadre-là, en fait, on aimerait donc, voilà, vous formuler une petite utopie foncière sous la forme d'une citation. Alors, comme on a déjà passablement cité l'ouvrage d'Edgar Pisani au cours de la journée, on pensait qu'on allait en inventer une. Comme ça, on est sûr de ne pas citer deux fois le même texte. Et je vous propose de vous la lire. Aujourd'hui, la crise foncière première est écologique. L'effondrement de la biodiversité de nos sols met en péril notre alimentation et notre climat. La seconde crise est celle de l'incertitude. Nous sommes incapables de savoir si les réponses aux défis socio-économiques d'aujourd'hui seront encore valables demain. La troisième est une crise de responsabilité. Remédier à des catastrophes que nous engendrons toutes et tous nécessite l'engagement d'une responsabilité collective pour y remédier. Pour y faire face, je vous propose donc la création d'un outil apportant un soutien opérationnel et financier aux collectivités locales dans l'élaboration de stratégies foncières coordonnées. Cet outil assurerait le portage de projets urbains et agricoles nourrissant le territoire. Il permettrait aux communes de réaliser des infrastructures pour les besoins essentiels et des logements à coût modéré. Il favoriserait un flux circulaire des matières et la réversibilité des usages. Il développerait une agriculture de proximité, source de biodiversité et puis de carbone. Sauf erreur, il me semble qu'une bonne base de départ serait l'article 324-1 du Code de l'urbanisme. Je cite. Toujours Pisani, on est d'accord. Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durable, auxquels j'ajouterai les compétences suivantes: la production et le partage de connaissances sur l'état et l'évolution de la ressource foncière, la valorisation de cette ressource à toutes les étapes de son cycle de vie, en partenariat avec l'ensemble des acteurs de l'aménagement. Alors c'est un petit clin d'œil à l'EPF, qui nous paraît de toutes les vertus et être l'outil absolu et total, mais c'est aussi une façon de remercier l'EPF pour l'organisation, la qualité du travail qui a été proposé et l'accueil. Donc c'est une sorte de clin d'œil, même si on pense que l'EPF a un rôle encore à développer. Voilà. C'est notre conclusion.